Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Si je le dis de manière un peu forte, pour moi c'est une forme de thérapie de conversion douce. Puisque le principe de la thérapie, le principe de la thérapie de conversion, c'était quelque chose qui vient d'être interdit en France, enfin. Mais c'était des thérapies qui promettaient aux gens de les guérir de leur homosexualité, bisexualité, etc. Donc c'est l'idée que c'est un problème qui peut se guérir. Alors avec des stages, des camps, enfin des trucs évidemment qui marchent jamais. Et qui crée beaucoup de souffrance. Et quand je dis que c'est une version un peu soft de ça, entre guillemets, c'est que finalement, elle suivait un schéma un peu similaire. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme juste un aspect parmi d'autres d'une personnalité à explorer, chouette, etc., il y avait cette approche qui était, si il dépasse un certain Oedipe, ou etc., ça partira, quoi. Mais ça, t'as pas de preuve. C'est-à-dire, c'est dans ton ressenti, tu avais l'impression d'être sur ce chemin-là, mais est-ce que tu te souviens, comment tu viens avec ça ? Les preuves, c'est que, encore une fois, c'est la non-acceptation positive. Il n'y a jamais eu d'acceptation positive. Elle m'a jamais dit mais vous savez, il y a. Alors qu'elle te félicitait sur d'autres aspects, sur ton apparence physique ou sur des études et tout, genre elle mettait en mots des pouces vers le haut. Non, pas forcément sur moi, mais sur le fait de prendre son indépendance, le fait d'être autonome, le fait, etc. Donc là-dessus, oui. Mais sur cette question-là, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, en fait, j'ai envie de ça, parce que thérapie de conversion douce, c'est chaud bouillant. Mais mais c'est ça que tu ressens. Et du coup, j'aimerais que tu illustres ton propos, parce que c'est une chose, quelqu'un qui est dans la neutralité non soutenante. On pourrait soit lui donner des bonnes raisons. Attends, je vais au bout. On peut soit lui donner des bonnes raisons où elle se dit, là, j'ai un truc à jouer, c'est-à-dire, elle a essayé techniquement un truc de psy et ça a échoué ou pas, c'est à toi de le voir, mais où elle se dit, je vais être neutre parce que nanani nanana. Et en fait, toi, dans ton souvenir, t'as créé une malveillance en sous-entendant qu'elle était homophobe et qu'elle espérait que te faire bosser sur ce rapport à l'Oedipe allait te rendre hétéro. Mais je suis pas convaincu. Ouais, je comprends. Je suis convaincu que toi, tu en as souffert, et ça, je remets pas ça en question, et je veux bien qu'on creuse ça encore. Mais avant qu'on creuse, toi, pourquoi ça n'a pas été aidant, il y a un procès d'intention, t'es d'accord que t'as pas plus d'éléments. Elle a jamais dit, il serait bon d'être hétéro. Elle a jamais dit, si vous bossez votre complexe d'Oedipe, alors... Non, ça a toujours été assez sournois, quoi. Je te dis, pour moi, les deux éléments quand même marquants, donc c'est l'absence d'accueil soutenant, alors que c'est quelque chose qu'elle pouvait faire sur d'autres sujets. Ouais, mais elle est neutre. Non, justement. Non, mais attends, c'est pas soutenant. S'il y avait que ça, je pourrais être d'accord avec toi. Et le second élément, c'était de diriger nos séances toujours un peu plus, au fur et à mesure, je lui partageais ses angoisses, ses inquiétudes, vers cette idée de construire sa virilité, sa masculinité. En quoi c'est problématique ? Parce que, et je te pose vraiment la question, je crois entendre ou sous-entendre, entendre en dessous, pourquoi ça pourrait être problématique si jamais l'homosexualité ou la bisexualité est vue dans le rapport un peu féminin-masculin. Mais sinon, l'idée qu'on est tous et toutes construits de différentes énergies que le monde occidental a nommé masculin versus féminin, et que en fait, je crois que pour être heureux, c'est une opinion personnelle tout ça, toutes ces énergies et bien d'autres doivent pouvoir s'exprimer dans toute leur potentialité.
Bon, bah voilà, elle te met sur ce chemin-là. Elle sent qu'il y a un truc chez toi autour de ça. Comment tu le lis à l'orientation sexuelle ? Tu viens de le dire. Elle sent qu'il y a un truc chez toi autour de ça. Mais ça n'a peut-être aucun rapport avec ce que tu fais de ta bite. Alors ça, j'aurais pu lui accorder ce bénéfice du doute si, encore une fois, c'était pas des thèses qui circulaient beaucoup dans la société et en particulier au niveau de la psychanalyse. Cette idée que l'homosexualité se développait sur le terreau d'une mère étouffante et d'un père absent. Et je pense même, et alors là, là j'ai un doute, je pense qu'elle me l'a déjà dit à demi-mot, toujours de manière détournée, mais en disant par exemple, c'est fréquent d'avoir ce type de questionnement à cet âge-là, notamment étant donné vos relations avec votre mère, votre père. Tu pourrais lui faire un procès d'antisémitisme, parce qu'un des préjugés, c'est la mère juive étouffante. Ma mère n'est pas juive, donc ça va. Ah, c'est pas... Ok, d'accord. Ok, mais... Moi, je suis assez hésitant sur mon opinion face à ton histoire pour le moment, et je te l'offre parce que comme ça on peut rebondir et tout, et après en fait on va surtout passer à la suite et à toi. Quel impact ça a eu. Mais attends, parce que moi ce que j'entends c'est je crois que depuis tout à l'heure ce qui résonne dans ma tête c'est tu dis toute personne qui dit « je me pose des questions sur mon orientation sexuelle », il faut la valider. Dans le cadre thérapeutique, je ne sais pas si je me précipite, mais moi je ne suis pas psy, mais je ne sais pas si c'est ma première action. Tu n'as pas dit valider. Hein. Si, quand même, tu as dit dire que c'est bien positif, qu'on va enquêter, avoir de la curiosité. J'ai pas dit valider en mode c'est hyper intéressant comme questionnement, il n'y a pas de problème. Tout est OK. Et voilà. Ouais, c'est comme si je sais pas, t'es dans une famille qui est très attachée à ce que les enfants deviennent médecins ou avocats, et toi, tu sens que t'es artiste. Et tu viens avec ça, et tu dis, je sens au fond de moi, où j'ai vraiment l'inquiétude d'être artiste et que ça soit jamais entendu dans ma famille. Qu'est-ce que t'attends comme réaction ? À minima, que la personne te dise, ah, mais c'est intéressant, explorons ça. C'est très OK d'être artiste, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt ce qu'elle a fait, c'est-à-dire, elle garde le cadre thérapeutique, elle te reçoit. Non, et là, et si cette personne, au lieu de t'aider à explorer ça, te dit, ça peut passer, peut-être que si vous développez votre virilité, ça n'a aucun sens. C'est absurde. Mais en fait... Comme tu n'as pas de souvenir exact où elle lie la question de l'investigation de la virilité avec l'orientation sexuelle... de fait, si je t'amène ça comme le fait de vouloir être artiste comme questionnement central ou important, etc., et que la réponse, c'est de travailler la virilité, tu vois bien que c'est une orientation. Parce que pour toi, ça aurait été OK si elle avait justement dit « il n'y a pas de problème », puis après, poser des questions autour de la virilité ? Oui, bien sûr. C'est ça. T'étais pas forcément gêné d'aller creuser le sujet de la virilité à partir du moment où tu sais que t'es dans un espace de sécurité. Et surtout, c'était pas creuser le sujet de la virilité, c'était m'encourager à développer une virilité stéréotypée, quoi. Ce qui crée aussi beaucoup de dommages, parce que moi, je trouve ça trop bien qu'on développe toutes les énergies qu'on a. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune raison de me pousser à développer ma virilité. Enfin, c'était absurde, quoi. Moi, je trouve qu'on est pile à la frontière entre l'importance pour le psy et dans la psychanalyse de s'investir et de dire, tu vois, de quand même pas être dans un silence le plus total. Mais en fait, chaque mot compte, et il y a des mots cons, où il y a des absences de mots problématiques. Mais pour moi, utiliser le terme virilité, il y a forcément un moment où le psychanalyste vient avec sa version de la virilité et tout le bagage avec, qui est super socialement, et donc très touchy, très... Mais j'ai l'impression sur tous les sujets, quoi. Les interventions des psys peuvent être
pris à plein d'endroits et tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et... Ok. Du coup, toi, tu dis, ça m'a... De 0 à 100, moins 30. À la fois, tu dis, ça m'a aidé à certains endroits, ça m'a fait perdre de nombreuses années parce que ça m'a mis sur un mauvais chemin. Parce que toi, tu restes combien d'années sur son fauteuil à du coup te dire merde, c'est quoi le problème avec ma virilité ? Il y a le nombre d'années où je reste sur le fauteuil, et puis il y a les années après où je continue à essayer d'aller dans cette direction avant un moment de me rendre compte que je fais fausse piste totale, quoi. Et qu'est-ce que tu fais pour aller dans cette direction ? À l'époque, je me souviens... Tu te mets devant ton miroir et tu fais... Non, mais c'était... qu'est-ce que je faisais à l'époque ? J'essayais de me forcer à prendre goût à la compétition. J'essayais... je m'étais mis à la musculation. J'essayais d'intégrer plein de stéréotypes, etc. Enfin, vraiment, je suis parti dans une direction qui était absurde, quoi. Avec en tête cette psychanalyste. Ouais. Parce que tu lui faisais encouragement de cette psychanalyste. Et tu lui faisais confiance. Tu avais plutôt un bon lien avec elle à ce moment-là. C'était un mix de je lui faisais confiance et elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle m'offre une potentielle solution. Voilà. Donc go, quoi. Parce que comme elle t'aidait aussi en parallèle sur certains points, ça faisait que tu lui donnais du crédit. Ouais, bien sûr. En fait, je crois que ma question, c'est pourquoi tu l'as pas dit, mais non, madame, ouais, non. Je lui donnais du crédit. Et puis, en fait, c'était un peu ma bouée, quoi. T'étais mineur. Ouais. C'était ma bouée à l'époque. C'était donc quand t'as une bouée, t'as pas envie de la lâcher, quoi. Ouais. Tu veux m'en dire plus sur les autres thématiques, les autres nœuds que vous avez travaillé ensemble ? Tu parlais de ton rapport aux parents et de ta place. Est-ce que c'est à ces endroits-là que ça a un peu plus aidé ? Ouais, je pense que sur ces endroits-là, ça a un peu plus aidé. Je pense que ça m'a aidé à prendre un certain recul par rapport à un certain nombre de choses. Comme quoi ? Comme le lien avec les parents. Je me souviens, j'étais quelqu'un de très absorbant de toutes leurs souffrances, de tous leurs problèmes. Donc ça m'a aidé à prendre de la distance par rapport à ça. Comment ? En fait, dans le processus, moi j'ai bien entendu là où le processus est blessant, c'est-à-dire tu te poses des questions autour de ton orientation sexuelle, dans ce qu'elle ne dit pas et dans ce qu'elle dit, c'est vachement rapetissant et angoissant, et tu te sens... Ça, c'est très clair pour moi, l'impact. C'est moins clair comment ça marche, quand ça marche. Les petits endroits où ça t'a aidé, c'est parce qu'elle te disait des choses bien du genre... Quitter vos parents, aller vivre ailleurs. Je pense que ce qui était... c'est une coach, quoi. Non, elle était... Non, ça c'était assez rare, les moments où vraiment elle était en mode intervention, ça a été très rare, c'est juste des moments où elle sentait que j'allais vraiment pas bien, quoi. Non, je pense que c'était aidant parce que déjà de parler à quelqu'un qui a globalement, à part sur certains sujets, une forme de bienveillance, etc. Je pense qu'en fait ça permet toujours de prendre du recul avec certains sujets, de les partager, donc on s'en décharge un petit peu. Donc tu sentais sur d'autres sujets la bienveillance, c'est-à-dire comment elle l'exprimait, cette bienveillance ? Comment elle l'exprimait je sais pas, par exemple sur le fait que je souffrais de capter beaucoup trop les souffrances de ma famille. Elle me disait mais oui, de toute façon les enfants ont des antennes, ils captent tout. Enfin, c'était avec un ton un peu bienveillant, quoi. C'est celui-là que t'as pas retrouvé sur les questions d'orientation sexuelle, d'ailleurs. De quoi ? C'est celui-là, c'est ce ton-là. Exactement. Ça vient étayer un peu cette différence, en fait, où moi, quand je venais questionner tout à l'heure, est-ce qu'elle était neutre ou non, en fait, c'était un peu moins que neutre, en fait, sur la question de l'orientation sexuelle. Oui, clairement. Tu vois, ouais. Donc le fait d'avoir un tiers de confiance, je pense que ça a été très aidant pour se décharger un peu de ces souffrances, et puis pour
pour prendre de la distance, tu disais. Prendre de la distance, ouais. Souvent, tu racontais des rêves. Ça te faisait quoi de raconter tes rêves? Ça t'aidait? Ça te fait marrer? Qu'est-ce que ça me faisait? Je pense que tout ce qui est symbolique, comme les rêves, c'est toujours agréable de passer par là parce que c'est quelque chose qui est moins difficile à dire quelque part. Je trouve que parfois des choses plus rationnelles ou plus émotionnelles directement, de passer par des symboles, moi en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui était efficace pour moi. Tu te souviens d'un exemple de rêve? Il y a longtemps, ouais. Il y en a un qui te vient? Qu'est-ce que... Ou en tout cas, de l'impact positif d'avoir cet univers de symboles qu'est le rêve. Si, je me souviens peut-être d'un rêve où il y avait une forme de rite de passage, de transmission entre mon grand-père et moi, et puis ensuite moi qui avait un enfant. Donc c'était joli comme rêve, je me suis dit, ouais non, c'était joli. Et ça, de le restituer en séance, elle te faisait des interprétations, elle m'aidait à trouver des interprétations. Ok. Voilà. Elle te les donnait? Non. Elle était. Ça veut dire quoi, aider à trouver une interprétation? Elle me demandait ce que j'en pensais. Parfois, elle faisait des hypothèses de lien. Voilà. C'est intéressant parce que moi, j'ai pas utilisé les rêves dans mon analyse, je crois, ou très peu. Mais là, il m'en revient un. J'ai souvent, quand j'étais enfant, fait le rêve que j'étais poursuivi par un lion dans un labyrinthe. Ok. Et je peux te dire, j'étais super stressé. C'était vraiment de ces cauchemars qui sont devenus rares maintenant que je suis adulte, où vraiment, je ne sais pas que c'est un cauchemar et c'est vraiment ma vie qui est en jeu. Et ça, je me souviens en parler en analyse, mais moi, ça m'a jamais apporté... Non, mais après, si tu veux, moi, en fait, je pense que le simple fait de parler de choses intimes avec quelqu'un d'extérieur et parfois bienveillante, je pense que rien que ça, c'était aidant, quoi. Oui, parce que toi, tu étais en conflit avec tes parents, donc elle incarnait une autorité, pas une autorité, adulte. Mais juste quelqu'un d'extérieur. Une autorité, forcément. Parce qu'elle peut pas te heurter en étant pas accueillante de tes questions d'orientation sexuelle si elle n'a pas d'autorité. Pour moi, c'est pas de l'autorité, c'est de la confiance. De la confiance pour quelle? Une certaine légitimité, disons. Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être plus ça que je voulais dire. Ok, oui. Pourquoi tu quittes? Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de ta dernière séance? Il y a eu plusieurs dernières séances. On a eu une première où après j'ai fait une pause d'1 ou 2 ans. Parce que ça allait beaucoup mieux dans ma vie. T'avais des muscles? Pendant un été, j'avais des muscles. Et donc ouais, c'était un petit moment où ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux parce que tes différentes thématiques de place dans le monde, rapport aux parents et orientation sexuelle ne te faisaient plus mal, c'est ça? Si, mais globalement, ça allait quand même mieux, quoi. En termes d'orientation sexuelle, du coup, j'étais encore dans le flou. Mais sur le moment, ça me bouffait moins, quoi. Et avec mes parents, comme j'étais parti de chez moi, ça allait beaucoup mieux. Comment t'avais posé? T'étais à quel moment de tes réflexions sur l'orientation sexuelle avec cette psychanalyste pas aidante ou contre-aidante? Tu t'étais dit, non, je suis hétéro, il faut que je taffe ma virilité. Ouais, j'étais toujours dans cette démarche. Et je pense que ce qui m'aidait, c'est de me dire, j'ai une solution. Au moins, je vais tester cette solution. Ah, c'est triste. Parce que toi, dans ton lien, le lien que tu as créé dans ta tête, c'était... qu'elle m'a fait créer, qu'elle a créé. Je ne l'ai pas créé tout seul. Et la société a aidé. Je ne sais pas du tout de la défendre, mais bon. C'est-à-dire qu'elle et la société étaient dans le même camp pour te faire créer du coup un pont particulier qui est j'ai des désirs homosexuels. Donc c'est ça, tu avais des désirs pour d'autres hommes? Ouais. Et c'est un problème que je peux régler en étant plus homme, c'est ça C'est ça. Parce que c'est quoi le délire d'avoir des muscles et plus de virilité? C'est que du coup, tu seras moins homosexuel? Ouais. C'est intéressant.
J'ai du mal à faire le pont. Ah bah je te dis, c'est quelque chose qui était... Est-ce qu'on peut être très viril? Enfin, mais je veux dire, c'est qu'à l'époque, tu te disais pas qu'on peut être très viril et homosexuel. Ah, moi, à l'époque, j'étais perdu. Donc, quand je lui parle de ça, elle m'amène sur cette piste. Bon, bah, j'y vais, je lui fais confiance, quoi. Donc, tu te dis, j'ai cette solution, je suis en marche, j'arrête comme ça. Donc, il n'y a pas de conflit, tu lui dis juste... Non, Madame... on en avait parlé, donc on avait préparé l'arrêt, tout ça. Qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce qui me fait revenir? Des soucis de santé. Et du coup, bah, j'avais besoin de soutien. Donc je reviens. Quel souci de santé tu veux raconter? Non, pas la peine. Non. Mais, parce que c'était difficile? Ouais, c'était un moment difficile. Et du coup, je reviens. Donc pareil, elle est aidante là-dessus. Ça me fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler tout ça. Mais moi, j'ai toujours mes anxiétés, mes questionnements de genre, de sexualité, tout ça. Et sauf que là, j'entre petit à petit dans une autre époque, dans un autre moment de ma vie, où je me dis, mais en fait, y a pas de problème. Il y a juste des choses à accepter, à embrasser, à développer. Et des gens à embrasser aussi. Et des gens à embrasser, etc. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, j'ai rien à faire ici, en fait, quoi. J'ai rien à faire ici parce que c'est pas aidant. Et elle continue dans sa rhétorique viriliste. Non, c'est juste qu'elle... je crois qu'elle continue même pas spécialement. C'est juste qu'elle elle m'offre aucune façon d'avancer là-dessus de manière chouette, quoi. Ouais. Donc je décide d'arrêter. Quelques mois après, j'entends parler d'un psychanalyste jungien qui serait trop cool. Et lui, pareil, c'était un numéro. Je pense que sur plein d'aspects, était génial. Mais là-dessus, c'était terrible. Alors, pourquoi tu dis pas merde à la psychanalyse? Tu vois, genre, en fait, je me dis, c'est le modèle freudien, peut-être. D'accord. Et comme à l'époque, en plus, je m'étais intéressé à Jung et tout, j'avais trouvé ça assez intéressant, quoi. Je me dis, bon, bah, testons l'approche jungienne, ça a l'air plus open, plus... En quoi ta première analyse était freudienne? Comment tu le sais? Déjà, c'est elle qui le disait. Et puis, je pense que ça se voyait sur certains aspects, la prépondérance de l'Oedipe, des schémas, rétrospectivement, si je relis certains moments, des schémas qui rentraient bien dans cette dimension-là. Des séances de 45 minutes, ouais. Top chrono. C'est ce que j'ai compris être là où d'autres ont des séances plus courtes, non? C'est des séances assez longues, avec paiement en cash évidemment, avec l'importance que ce soit avec mes sous en tout ou partie. Après, elle avait une approche freudienne vachement revisitée, parce que j'étais pas allongé, c'était... En tout cas, tu décides d'essayer cet autre jungien. C'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends de l'approche jungienne qui te donne envie de l'essayer? C'est quoi? Déjà, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait un peu... Enfin, j'avais le sentiment qu'il y avait un peu plus de place à la créativité, à l'intuition, etc. Parce que Jung, il avait pu être assez barré à certains moments. Et puis ça me parlait bien, ces histoires d'animus, d'anima, cet inconscient collectif. Voilà, c'était des concepts que je trouvais intéressants. Mm-hmm. Et puis comme il m'a été recommandé par quelqu'un en qui j'avais confiance, je me suis dit, bon, bah go. Et tu as vérifié le rapport à cette époque-là? À ce moment-là, tu checkes, tu vérifies ce que Jung et ses disciples pensent du genre et de l'orientation. Et c'est mieux. Du genre et de l'orientation sexuelle? Non, pas encore. Non, parce que tu es toujours en train de te dire... Non, tu dis, il n'y a pas de problème. Et c'est pas un problème, l'orientation sexuelle et le genre. J'en suis pas encore là. J'en suis dans un entre-deux, quoi. D'accord. Et c'est vraiment lui où ça a été la dernière fois où je me suis dit, bon, ok, je me suis gouré, je suis pas dans la bonne route. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, c'était pareil, c'était toujours détourné. Alors lui, qu'est-ce qui m'est sorti comme horreur?
Il m'avait dit mais de toute façon, moi j'ai pas de problème avec les homosexuels ou les bisexuels, mais je les trouve vachement fermés. D'esprit. D'ailleurs, souvent après 1 ou 2 séances avec moi, ils arrêtent. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitetdespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.